Remontons maintenant le temps à la découverte du plus célèbre des châteaux de France, juste après Versailles, le château de Chambord. Une merveille de la Renaissance, tant sur le plan artistique que technique. Vous allez découvrir que les ingénieurs d'il y a 500 ans étaient de véritables génies. Regardez. C'est le plus grand et le plus visité des châteaux de la Loire, le château de Chambord. Construit à partir de 1519 par ordre du roi François Ier, il nous frappe par sa beauté, mais surtout par les prouesses techniques qu'il renferme. Son escalier, par exemple, est une véritable œuvre d'art. Mais c'est aussi un vrai casse-tête pour ceux qui l'empruntent. Ça va trop vraiment? Maxence, Laurent? Oui. T'es où? Alors, mais monter trop. J'ai une vraie galère, on se perd dans cet escalier. Alors, on s'est pas retrouvés. Les visiteurs sont complètement perdus. Il y a deux côtés. Si on monte d'un côté, on croise jamais la personne qui monte de l'autre côté. Faudrait qu'on m'explique, hein, mais j'ai toujours pas compris, non. Éric Johanneau, spécialiste de l'architecture de Chambord, va vous révéler le secret de ce tour de passe-passe. Alors, l'escalier de Chambord fonctionne un peu comme une illusion d'optique. On croit voir un seul escalier, alors qu'en fait, il s'agit de deux spirales d'escalier, autour du même axe. Regardez cette maquette, on voit clairement que l'on peut désolidariser un escalier de l'autre et faire la démonstration qu'il s'agit bien de deux escaliers qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Comment a-t-il été construit? D'abord, il fallait un matériau très spécial. À Polytech Orléans, nous rejoignons Kevin Beck, docteur en sciences des matériaux, dans son laboratoire. Alors, ce que j'ai devant moi ici, ce sont des pierres qui ont été extraites du château de Chambord. Ces pierres sont en tuffeau, et c'est la pierre de construction de tous les châteaux de la Loire. Et elle a un super pouvoir, c'est qu'elle est très poreuse et donc très légère. En effet, le tuffeau est 2 fois plus léger qu'une pierre de construction classique. Mais cela ne l'empêche pas d'être très solide. Démonstration. Donc je vais écraser la pierre et voir quelle est la charge maximum à laquelle elle va résister. Là, elle se casse. Donc là, vous voyez, ce petit cylindre de tuffeau qui fait à peine 200 grammes, j'ai dû lui mettre une charge de 1 tonne dessus pour le casser. C'est grâce au tuffeau qu'on a pu construire un escalier de 26 mètres de haut, auquel il faut rajouter les 30 mètres de la tour-lanterne. Au total, l'ensemble pèse 1200 tonnes. Mais comment stabiliser une masse aussi énorme et haute? Là encore, les ingénieurs de l'époque ont dû relever un nouveau défi. Explication de Xavier Brunto, professeur en génie civil. Faisons une petite expérience. Voilà, un raglet. C'est une tour aussi, également. Et comme celle de Chambord, elle est très haute et puis très fine. Sur ce raglet-là, vous voyez, sous son simple poids, déjà, il suffit que j'appuie un tout petit peu et il se met déjà à avoir des problèmes de stabilité. Ça, on appelle ça le flambement. C'est la même chose lorsqu'on construit une tour très fine et très haute. Ou qu'on se met sur la pointe des pieds. C'est fou dans le gueule. Mais à Chambord, les ingénieurs du roi ont trouvé la solution. Pour comprendre, nos deux spécialistes ont fabriqué 2 tubes en carton. Un plein et un creux. On va le passer à la presse pour voir quel est le plus costaud. Une petite idée sur le résultat? Comme notre caméraman, vous pensez sûrement que c'est le tube plein qui est le plus solide. Alors vérifions. Le tube creux supporte une force équivalente à 70 kg avant de commencer à s'écraser. Et contre toute attente, le tube plein flanche dès que la charge atteint les 35 kg. Le tube creux a mieux résisté à la charge parce que la matière qui va porter finalement la charge est éloignée en fait de l'axe. Et donc ça permet d'avoir une meilleure stabilité. C'est comme quand on pousse Morgane, notre journaliste. À pieds joints, elle tombe. C'est le tube plein. Mais les pieds écartés, elle tient parfaitement. Le tube il est pareil, on lui a espacé les pieds, il est beaucoup plus stable. Et c'est ce qui se passe dans l'escalier de Chambord. Exactement. Le noyau central de l'escalier est parfaitement creux. Et en fait, on a une deuxième série de structures porteuses qui permet d'espacer encore plus la matière et d'avoir donc un deuxième anneau creux également qui augmente encore la stabilité. Voilà pourquoi le centre de l'escalier est ajouré et les 3 étages soutenus par ces 8 énormes piliers. À la Renaissance déjà, les ingénieurs avaient une maîtrise parfaite des lois de la physique.
Max va en avoir une seconde démonstration. Il a rendez-vous tout en haut de l'escalier, près de la majestueuse tour lanterne, avec Eric Johanneau. Bonjour. Bonjour. Eric, il paraît que vous voulez montrer quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais vous emmener voir les secrets des charpentes de Chambord. Avec plaisir. Direction les combles du château. On te dérober. Allez-y. C'est en 1532 que les charpentes ont été achevées. Au total, 2000 chaînes gigantesques ont été nécessaires pour fabriquer l'ensemble des toits du château. Donc c'est haut, hein. Waouh, 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 waouh. Cette charpente, c'est comme un mécano géant sur 2 grands étages. Ah, mais c'est extraordinaire. Elle fait quelle hauteur? Les parties obliques, les chevrons, font 17 mètres de long d'un seul tenant, du bas jusqu'en haut. Quand on songe que Notre-Dame de Paris a des pentes plutôt de 10 à 12 mètres, là c'est beaucoup plus encore. Imaginez, pour extraire une poutre de cette taille, les chaînes devaient mesurer au moins 30 mètres de haut. J'imagine que pour que tout ça tienne, on voit pas trop, mais il doit y avoir des boulons, de la visserie. Il n'y a aucun boulon pour tenir le tout, il n'y a pas de ferronnerie. J'ai là une maquette d'une ferme de charpenterie. À vous de la monter et vous allez comprendre comment tout ça tient ensemble. Voilà, quelque chose comme ça. Ça, je dirais que c'est l'équivalent de ce qu'on voit ici. Regardez bien ces encoches. C'est ça le secret. Alors vous voyez, Mac, vous remarquerez que là, il y a des trous. C'est ce qu'on appelle les mortaises. D'accord. Et sur d'autres pièces de bois, nous avons les parties qui dépassent. D'accord. On appelle les tenons. Et ce sont ces parties qui s'emboîtent parfaitement l'une dans l'autre, de manière à tenir l'une avec l'autre. Mac n'a plus qu'à emboîter les pièces les unes dans les autres et le tour est joué. Une charpente, c'est plusieurs assemblages comme celui-ci, mis les uns à côté des autres. À partir du moment où il y a 2 fermes, l'action des vents pourrait faire fléchir les fermes de charpente et les faire tomber les unes contre les autres, comme un château de cartes. Exactement. Alors c'est là qu'intervient une pièce primordiale, la croix de Saint-André. Là, effectivement, c'est bien solidarisé. Et c'est quoi le symbole qu'on voit tout là-haut? On le trouve au sommet. Et vous allez voir que cette forme en X est indispensable. Retour à Polytech Orléans. Ce bâtiment-là, ici, si j'applique une force horizontale, on se rend compte qu'il est très déformable. Je peux rajouter des renforts. Et si je les dispose mal, par exemple ici, on se rend compte que ça change rien, ça reste très déformable. Par contre, si je les dispose de manière adéquate, c'est parfaitement rigide, ça tient. Et du coup, on se retrouve avec des diagonales fixes, avec donc une structure qui est rigide. Aujourd'hui encore, on utilise ces croix de Saint-André dans tous les ouvrages d'art et même la Tour Eiffel. Sa charpente monumentale, son escalier à double vis. Vous découvrirez bien d'autres prouesses des ingénieurs de la Renaissance en visitant le château de Chambord. Un témoignage du génie à la fois artistique et technologique des bâtisseurs de cette époque.